les trophées de l'immatériel. Deuxième année. Nous avions déjà eu un très beau panel l'an dernier. Nous avons rajouté une catégorie cette année. Donc 4 catégories, CAC 40, SBF 250, club de foot professionnel de Ligue 1 masculin. Et nous avons rajouté la catégorie Start-up. Ces trophées ont pour but naturellement de récompenser les meilleures pratiques en matière d'identification, de mesure et d'activation de l'immatériel dans des entreprises. Parfois, pour ces entreprises, c'est une forme de découverte, puisque finalement l'immatériel, c'est un peu une langue qu'on parle naturellement. Un projet, comme disait Yves, une langue comme Monsieur Jourdain, sa prose, et donc finalement on ne s'en rend pas forcément compte, pourtant il est bien là. Nous sommes très fiers de remettre ces prix, c'est aussi une manière de continuer le rayonnement autour de nos activités. C'est un instrument naturellement de communication pour nous. Je remercie, je le ferai encore une fois, tous les partenaires qui nous ont aidés encore une fois cette année pour construire ces palmarès et aussi remettre donc Apicil Asset Management, Eti Finance, Scopai et Ginkgo Ratings. Et puis cette année, nous avons choisi de renouveler aussi un petit peu le jury pour à la fois avoir une transmission par rapport au jury précédent et aussi de nouvelles compétences et pour aussi garantir la fiabilité et l'inattaquabilité, je dirais, de notre palmarès. Et donc, je suis très content et très fier que Véronique Blum, ici présente, ait accepté de prendre la suite de Stéphano Zambon, qui était président du jury l'an dernier, et qui va vous donner un petit panorama des travaux de ce jury qui ont eu lieu au cours de l'année et qui trouvent leur aboutissement maintenant. Voilà. Véronique. Merci Jérôme, bonsoir à tous. Alors avant tout, je voudrais dire que j'ai l'honneur d'avoir présidé le jury des trophées de l'immatériel pour cette seconde édition, j'en suis très fière. J'aimerais remercier Jérôme Julia, président de l'OI, remercier aussi les membres du bureau de l'Observatoire de l'immatériel pour la confiance qu'ils m'ont témoignée à l'occasion de m'avoir confié cette mission de présider ce jury cette année. Alors, je suis aussi très heureuse d'être ici et de participer à cette cérémonie de remise des prix en présence de nombreux nominés. Comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, il y avait des prix distribués hier. On est en compétition avec la panthéonisation de Joséphine Baker ce soir, mais nos prix sont inestimables. Le prix de l'immatériel, c'est un prix qui est hautement symbolique. Il ne contient aucun enjeu financier. Les prix de l'immatériel sont décernés aux entreprises investissant, mais aussi communiquant au sujet de leurs immatériels. Et c'est sur cette communication que les classements qui sont réalisés par nos partenaires sont réalisés donc sur l'information purement publique. Cette année, je suis aussi ravie de vous présenter des nominés et des lauréats qui sont issus d'une grande variété de secteurs et de régions françaises. Les points cardinaux de la France vont être représentés tout à l'heure sur cette scène. Et pour la provinciale que je suis, c'est une très bonne idée. Alors, les prix décernés le sont par un jury composé de personnalités indépendantes. Cette année, on trouvait dans le jury Olivier Fournier, qui représentait Hermès, lauréat de la catégorie CAC 40 l'année dernière, en 2020, pour la première édition. Il y avait également dans le jury Stéphano Zambon, qui était président du jury en 2020. Et puis des membres du bureau de l'Observatoire immatériel, Émilie Lesage-Périlleux, que vous avez rencontré, Alban Essette et Jean-Philippe Desmartins. Il y avait aussi des représentants de nos 4 partenaires qui sont associés avec nous pour cette remise de prix.
Bertrand Jourdain, que nous allons faire venir tout à l'heure sur scène et qui est directeur général d'Apicil, Emmanuel Delaville, directeur général d'Etifinance, Pierre Caillé, président de Ginkgo Ratings, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, et Cédric Lanier, qui est directeur technique de Scopaï et qui cédera sa place ce soir à Kevin Cohen. Donc tous les prix, je l'ai dit tout à l'heure, résultent de classements automatisés et issus du traitement de l'information publique. Avant de remettre ces prix, le jury s'est réuni une dizaine de fois, toujours en mode virtuel, compte tenu des circonstances. C'est donc la première fois que les membres de jury se rencontrent ce soir en physique. Et là aussi, c'est une très bonne nouvelle. On est ravis de se trouver réunis tous ensemble ce soir. Donc nous allons remettre 4 prix, mais ça Jérôme l'a dit tout à l'heure, le prix CAC 40, le prix ETI Côté, le prix Club de foot. Et cette année, nous avons créé un nouveau prix qui est celui de la start-up avec notre partenaire qui est Scopaï. Et nous allons débuter par la remise de ce prix. Alors, j'appellerai Kevin Cohen s'il est présent ou s'il arrive. Alors, avant de lancer la remise de ce prix, j'aimerais tout d'abord, à l'occasion de ce prix, rendre hommage à Madame Agnès Guéraz, avec qui nous avons pensé et concocté ce prix. Agnès Guéraz a cofondé Scopaï avec Bruno Sportis et Eric Gossier. Scopaï est une plateforme qui rassemble, grâce à l'intelligence artificielle, des informations publiques liées aux startups. Ce fut un plaisir d'échanger, ce fut un plaisir de travailler avec Agnès Guéraz, qui est une personne sémillante. Elle nous a malheureusement quittés au cours de l'été et nous en avons été très attristés. Cependant, l'équipe de Scopaï a décidé de poursuivre l'aventure avec nous et est allée jusqu'au bout de ce jury et de cette deuxième édition donc, des trophées. Scopaï liste 17 000 startups qui sont donc référencées sur son site. Ces startups représentent plus de 5 milliards de levées de fonds, plus de 620 opérations de levée de fonds pour 2020 et emploient au total environ 637 000 salariés. Donc, il était difficile d'élire la meilleure start-up. Il nous fallait du coup choisir un thème. Et le thème qui a été choisi s'est imposé. Nous avons donc choisi cette année de décerner le trophée de l'immatériel de la start-up à une start-up dirigée ou fondée par une femme. En cela, nous rendons hommage à Agnès Guéraz. Kevin vient de nous rejoindre. Donc, j'appelle pour remettre le prix de la start-up Monsieur Kevin Cohen, qui est président de Scopaï. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour remettre ce prix que je remets majoritairement aussi en la mémoire d'Agnès Guéraz, qui était la présidente de la société Scopaï, qui a cofondé la société, qui l'a développée pendant plus de 4 ans et qui nous a quittés malheureusement cet été. C'était une entrepreneure femme et non pas l'inverse. Elle s'est toujours battue avec beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés, et elle a obtenu des succès absolument extraordinaires, que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais aussi avant dans ses différentes sociétés et responsabilités au sein du public comme du privé. Les différents nominés pour la catégorie Startup, on a les sociétés Sentinels, la société Sécurisé et la société Tissium. Il nous manque une société apparemment, puisqu'il y en avait une 4e. Mais en tout cas, je sais que le vainqueur est parmi ces 3-là. Et donc, j'ai le plaisir de remettre ce trophée Startup à la société Sentinels. Alors je vais le poser là, comme ça on ne fait pas de la main à la main.
Mais toutes mes félicitations. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, premièrement, merci d'avoir créé ce trophée pour les startups. Vraiment merci, parce que moi je suis issue de l'industrie, de la grande industrie pharmaceutique au départ. J'ai été ensuite investisseur, parce que j'ai développé un grand réseau d'investisseurs. Et aujourd'hui, je dirige une start-up. Et c'est vrai que pour avoir connu les grands groupes, les actifs immatériels, clairement, c'est l'essence des entreprises. C'est ce qui leur donne une identité. Et c'est ce qui crée, je pense, leur plus grande force compétitive. Mais pour les startups, c'est toute la valeur de l'entreprise, en fait. Pour une startup qui n'a encore pas commercialisé, c'est toute sa valeur, l'immatériel, puisque c'est son équipe, c'est son savoir-faire, et finalement, ce sont les assets que la société a pour se valoriser quand elle réalise une levée de fonds. Finalement, qu'est-ce qu'on valorise? On valorise les actifs immatériels. Donc, je pense que les actifs immatériels, c'est l'essence de tout dans l'entreprise, mais pour les startups, c'est encore plus capital. Je voudrais vous remercier aussi pour avoir mis en lumière les femmes, et j'en profite pour également saluer Agnès Guéraz, qui était une grande figure dans notre monde. Les femmes, effectivement, sont pas suffisamment représentées dans les startups, mais pas que dans les startups, parce que j'étais dans le monde de l'investissement, on était très peu nombreuses à diriger. J'étais en grand groupe, on était peu nombreuses en Comex. J'étais une des rares femmes. Donc voilà, c'est particulièrement difficile parfois. Mais pour autant, je suis pas une très grande adepte des quotas. Et je préfère de loin la mise en lumière pour inspirer des nouvelles générations et pour montrer à tous que c'est possible. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir créé ce prix Sentinel. Donc c'est une start-up qui vient de réaliser de réaliser sa solution et de la tester pour la première fois chez l'homme ce mois-ci. Donc ce prix, ça consacre une grosse création de valeur, étape de création de valeur pour nous. C'est une société qui donc va pouvoir bientôt valider cliniquement une solution de suivi de l'insuffisance cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque, en fait, dans sa forme la plus sévère, ça suscite des crises et ces patients en crise se retrouvent en réa et en service d'urgence. Et aujourd'hui, n'ont pas de moyens d'être suivis au quotidien. Donc, Sentinel, ça sera un petit implant qui se placera dans le thorax et qui permettra de suivre ces patients au quotidien et de les sauver de ces crises et de sauver nos services de réa par la même occasion. Voilà, donc je vous remercie également de m'avoir remis ce prix en bousculant un petit peu l'agenda, parce que demain, va naître Sentinel en tant que laboratoire dispositifs médicaux, je l'espère, puisque on va être audité et certifié demain en tant que laboratoire. Donc encore un gros milestone de création de valeur. Voilà, donc c'est un prix qui arrive vraiment à point nommé pour nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous venons de commencer par un honneur aux dames. Nous continuons avec le prix Club de foot. Donc, cette fois-ci, c'est honneur aux messieurs. Les clubs de football. Les clubs de football, c'est plus de 2 millions de licenciés en France. C'est environ 400 000 bénévoles. C'est 30 000 matchs organisés par la Fédération française, 14 000 clubs pour 35 000 municipalités. C'est peu dire à quel point le club de football est central dans la construction sociétale française. Et c'est souvent même la première activité sportive dans laquelle va investir une municipalité. Donc le prix du club de foot marque évidemment cet investissement immatériel et
commun sur notre territoire. Et cette année, un petit peu grâce à la crise sanitaire, nous avons souhaité privilégier l'investissement et la performance des centres de formation. Et ce choix va vous être expliqué par notre partenaire, l'agence de rating Jinko, représentée ici par Monsieur Pierre Caillé. Donc, pour remettre les trophées du club de foot, j'appelle sur scène Monsieur Pierre Caillé. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc le prix trophée de l'immatériel catégorie club de football de Ligue 1, avant de le remettre, je voudrais quand même vous dire un mot pour vous expliquer pourquoi le football, pourquoi l'immatériel, et vous allez vite comprendre que c'est un vrai sujet pour les clubs de football aujourd'hui. L'actif le plus important pour un club de football, c'est son effectif sportif. Et cet effectif sportif, on a calculé en moyenne pour les clubs de Ligue 1, il est à 72,2% hors bilan. 72,2% de la valeur de l'effectif d'un club de football est hors bilan. Cette part qui est immatérielle, elle représente pour la plupart des clubs de Ligue 1, plus de 50% des clubs de Ligue 1, elle représente plus que la valeur globale de l'actif des clubs. Donc c'est pour vous montrer que cette part immatérielle représente l'essentiel de la valeur des clubs de football de Ligue 1 aujourd'hui en France. Alors, quand on a dit ça, la question se pose d'où vient cette valeur immatérielle. Dans le monde du football, c'est un peu particulier. Quand un club achète un joueur, le montant du contrat est immobilisé sur la durée du contrat. Et c'est pour ça qu'on a dans l'actif des clubs un capital joueur sous la forme d'un contrat immobilisé. Et ça représente 30% de la valeur de l'effectif. Pour le reste, eh bien, cette valeur est principalement issue d'une création de valeur endogène, c'est-à-dire des centres de formation. Or, en France, il est bien connu qu'on a su cultiver une excellence dans la formation des footballeurs. Et c'est pour ça qu'il y a un gap énorme, en fait, entre la juste valeur de l'effectif de nos clubs français et la réalité comptable. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination de clubs qui ont particulièrement su investir dans leur centre de formation et avoir des résultats que l'on a mesurés sous deux angles. Le premier, c'est la qualité de la formation. Donc on est allé regarder finalement la valeur globale des joueurs issus du centre de formation pour le club. On a regardé aussi la valeur moyenne du joueur pour le club, donc la qualité de la formation, mais on a aussi regardé la qualité de la professionnalisation, c'est-à-dire est-ce que le club permet aux jeunes joueurs formés de pouvoir se professionnaliser, c'est-à-dire de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire jouer à un niveau professionnel dans l'équipe première. Et ça, comme vous le savez, c'est pas évident, vu les enjeux sportifs. C'est souvent compliqué que de donner du temps de jeu à des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Donc là aussi, on a voulu mettre en avant ces clubs qui, par leur ADN, concentrés sur la formation, accompagnent les jeunes de U12, U13, U14 jusqu'au niveau professionnel et leur donnent la possibilité de s'exprimer sur le terrain. Donc sur la base de ces deux critères, nous avons eu 3 nominés. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Et j'ai le plaisir de remettre le trophée donc au lauréat qui est le Stade Rennais, ici représenté par Romain Danzé. Romain,
trophée, le prix, et puis si vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui fait la qualité du centre de formation du Stade de Rennes. Merci Pierre, merci à tous. Je voudrais remercier le président de l'Observatoire, madame la présidente du jury, tous les membres du jury, Pierre, cabinet Ginko, pour ce prix donc, qui met en valeur tout le travail de formation des jeunes joueurs au sein du Stade Rennais. C'est une stratégie de formation mise en place depuis plus de 30 ans chez nous au Stade Rennais. Voilà, on dit que chez nous la formation est rentrée dans notre ADN du club. Et c'est pas que des mots. Pour l'anecdote, monsieur François-Henri Pinault, qui est propriétaire du club, disait récemment que la formation au Stade Rennais, c'était pas une option, c'était une obligation. Donc ça vous montre un peu le projet et l'importance qu'a la formation chez nous dans un club de foot qui joue en Ligue 1 et qui essaye de briller sur la scène européenne depuis plusieurs années. Pour me présenter, moi je suis Romain Danzé. J'ai intégré le Stade Rennais Football Club en 2001, j'avais 15 ans. Donc j'ai profité de tout ce cursus de formation que le Stade Rennais propose à des jeunes joueurs, jusqu'à signer un contrat de professionnel en 2006. Et j'ai joué pendant 13 ans au plus haut niveau français pour arrêter en 2019. Et j'ai eu la chance ensuite que le club me propose une reconversion au sein du club. Voilà, autant qu'aujourd'hui en tant qu'ambassadeur et responsable des relations publiques au sein du club. Donc ça fait plus de 21 ans maintenant que je suis dans cette entreprise, dans cette belle entreprise, dans cette belle structure. Et j'en suis très heureux. Qu'est-ce qui fait la particularité de la formation au Stade Rennais ? Il y a pas mal de clubs français qui travaillent bien dans la formation. La formation française est très reconnue en Europe. Énormément de grands joueurs français ont été formés en France. On a une responsabilité quand vous accueillez des jeunes garçons de 15 ans dans un club, que vous allez les chercher dans leurs environnements. Vous avez une grosse responsabilité vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs proches. C'est vrai que c'est une période assez délicate pour des jeunes adolescents, donc il faut pas se rater. Donc énormément de choses sont mises en place pour évidemment essayer de former des joueurs professionnels de foot, mais pas que. On s'attache aussi à former des hommes. Donc il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a tout un suivi psychologique qui a été mis en place avec des préparateurs mentaux, un suivi nutritionnel. Évidemment, toute une formation sportive avec des entraîneurs et des coachs qualifiés et reconnus, et toute une partie d'ouverture au monde aussi. C'est important. C'est des jeunes garçons qui vivent dans un internat, qui suivent une formation scolaire avec le CNED, avec le Centre national d'éducation à distance. Voilà, avec une école technique privée qui est insérée au sein du club. Et puis j'en parlais, une partie d'ouverture au monde, c'est vrai que c'est important de les ouvrir un peu à la vie. C'est vrai qu'ils ont souvent qu'un seul projet en tête. Et c'est important de montrer que voilà, il y a autre chose à côté du foot et que il faut aussi former des hommes et des bons citoyens. Voilà, par exemple, on a fait le choix depuis 2 ans d'enlever un entraînement carrément pour leur dédier un créneau uniquement pour l'ouverture à la culture et l'ouverture à tout ce qu'il y a autour. Récemment, on a été faire un match de foot dans la prison de Rennes contre pas mal des détenus pour que voilà, il y ait une rencontre avec eux et avec un temps d'échange derrière. Et il y a le match retour jeudi. Voilà, il y en a quelques détenus qui viennent dans notre structure aussi. Voilà, pour qu'il y ait des échanges et que ces jeunes garçons deviennent des hommes en sortant de chez nous, si malheureusement ils n'ont pas la chance de vivre leur rêve et de devenir des footballeurs professionnels. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un entraîneur de l'effectif professionnel, un staff technique de l'effectif pro qui rentre dans ce projet de formation. C'est vrai que la durée de vie des entraîneurs dans le foot professionnel est très courte, et donc il faut bien choisir la bonne personne qui va s'intégrer dans ce projet-là de formation et laisser de la place à des jeunes joueurs qui sont très performants. On a aujourd'hui une quarantaine de jeunes joueurs en formation, seulement 20% deviendront professionnels. Donc voilà, on est dans la recherche de l'excellence. C'est vrai que les objectifs du club sont de plus en plus élevés. On joue la Coupe d'Europe depuis plus de 4 ans. Donc il nous faut uniquement les meilleurs joueurs et voilà, des joueurs qui soient prêts assez vite
pour être performant et pour gagner des matchs, parce que l'essentiel, c'est quand même de gagner, ça reste de gagner des matchs les week-ends et d'avoir des résultats. Donc la transition, elle est assez fragile finalement, parce que ce sont des jeunes adolescents. Hein. Les premiers matchs, on les joue à 17-18 ans. Donc c'est vrai qu'on est des jeunes joueurs encore en formation, alors qu'on touche du bout du doigt le monde professionnel et l'élite du foot français. Donc évidemment, tout un accompagnement qui est mis en place pour ça. Nos jeunes joueurs sont encore en cours de formation, ils ont des séances supplémentaires. Ils ont un accompagnement autour d'eux avec des personnes qui sont dédiées pour les accompagner dans la vie, pour les recherches d'appartements, pour aller acheter une voiture, pour contracter des assurances, etc. C'est vrai que le curseur est pas simple à positionner. Il faut les accompagner, mais il faut pas non plus faire à leur place. Voilà, faut aussi qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont mises en place pour que la transition du foot d'enfant, du monde d'enfant au foot adulte et au monde d'adulte se passe du mieux possible pour les jeunes joueurs et pour qu'ils soient le plus performants possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remet le trophée de l'immatériel, donc la valeur immatérielle des jeunes joueurs en formation. Nous, l'immatériel devient matériel lorsqu'il y a un transfert, lorsqu'il y a un jeune joueur qui est acheté par un autre club, et du coup il est valorisé à un certain montant, et que cet immatériel est transformé en cash. Donc on a récemment cet été un jeune joueur qui a fait toute sa formation chez nous, qui s'appelle Eduardo Camavinga, voilà, qui a été le plus jeune buteur sous le maillot de l'équipe de France à 17 ans, il me semble, très récemment, et qui a été transféré au Real de Madrid pour plus de 30 millions d'euros. Donc voilà, c'est un cas concret. En plus, c'est un jeune garçon de la région rennaise, donc ça a encore plus de sens pour nous, qui est seulement un club breton avec une forte identité régionale. Donc c'était un beau symbole de le voir sous le maillot, de le voir aujourd'hui sous le maillot d'un des plus grands clubs du monde. Merci à vous. Merci. Alors, nous quittons la Bretagne et nous abordons notre troisième remise de prix de l'immatériel. Nous poursuivons donc avec le prix CAC 40. Les entreprises du CAC 40, tout le monde le sait ici, sont les grandes entreprises cotées en France. Elles capitalisaient dans les comptes qui ont été utilisés pour effectuer ce classement 1800 milliards, donc au 1er janvier 2020. Elles contribuent environ à 13% du PIB français. Ça représente plus de 5 millions de salariés, dont 30% en France. L'année dernière, le prix avait été remis à l'entreprise Hermès, qui incarnait parfaitement l'immatériel. Je l'avais dit moi-même à Olivier Fournier, puisque d'origine lorraine, je connais l'histoire d'Hermès et la reprise par Hermès des cristalleries de Saint-Louis-les-Beach, donc une manufacture royale. Voyons cette année, je vous ai emmené en Lorraine un petit peu délibérément. Voyons cette année qui est le lauréat du prix. Je vais appeler pour remettre ce prix Monsieur Bertrand Jaunin, délégué général d'Apicil, et qui va nous permettre de continuer notre voyage dans les contrées, dans les régions françaises. Merci Véronique. Alors je vais corriger tout de suite. Je ne suis pas délégué général d'Apicil, hein, mais directeur général d'Apicil AM, qui est la filiale de gestion d'actifs. Rendons à César ce qui était César, et à Philippe Barret, la direction générale du groupe. Donc, Apicil est un groupe de protection sociale, hein, qui attache d'abord pour lui-même, et puis bien sûr pour sa clientèle, beaucoup d'importance à l'immatériel. D'ailleurs, nous avons tenu à être notés financièrement, puisque
nous avons quand même des engagements financiers et c'est ce que nous vendons hein, comme assureur, mais être noté à la fois sur la partie financière et sur la partie extra-financière et à un très haut niveau dans les deux cas. Donc Apicil AM est la filiale de gestion d'actifs. Donc nous sommes des gérants financiers et des investisseurs. Et à ce titre, nous savons que la valeur financière, mais bien au-delà, est créée par les entrepreneurs et les entreprises. Et en particulier, alors à la fois petites et grandes également. Et donc c'est pour ça que je suis très fier de remettre ce prix au nom de tout le jury au niveau du CAC 40, donc des 40 entreprises françaises. Alors, pourquoi un prix pour le CAC 40 ? Tout simplement parce que c'est évidemment très emblématique et surtout parce que, de par leur taille, ce sont des entreprises sur lesquelles on arrive à avoir une qualité d'information qui permet de déployer toute la méthodologie je dirais que le jury a mise au point. Alors en quelques mots quand même, cette méthodologie, elle part en premier lieu de ce qui est reconnu par la bourse. Donc du rapport entre la valeur de marché de l'entreprise et ce qui est reconnu par les comptes, c'est-à-dire donc la capitalisation boursière ramenée à la valeur comptable. Et puis ensuite, il y a toute une série de retraitements, puisqu'on essaye d'enlever de ce rapport tout ce qui peut s'expliquer. Et en particulier, d'ailleurs, pas seulement donc de façon financière, mais également même ce qui peut s'expliquer de façon extra-financière, en particulier la valeur des équipes, la valeur de la gouvernance, et la valeur d'un certain nombre d'efforts environnementaux. Une fois tout cela enlevé, on arrive effectivement à déterminer ce grosso modo qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est néanmoins une valeur bien reconnue par la bourse et valorisée par ceux qui achètent les actions, hein, ce qui est notre métier tous les jours. Cette année, alors je dirais, on pratique cette méthodologie depuis maintenant plusieurs années. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à avoir, malgré tout, une certaine continuité dans l'appréciation, malgré le fait que les valeurs boursières, ça je suis payé pour le savoir, varient effectivement très souvent et tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour. Cette année, donc l'an dernier, Hermès était retenu et c'est d'ailleurs cette année Hermès figurait encore parmi les entreprises très bien classées, puisqu'effectivement cette valeur est loin de s'être détruite hein, et reste très forte. Les nominés retenus par le jury cette année ont été, je vais les citer par ordre alphabétique, Alstom, L'Oréal et ST Microélectronique, donc parmi les 40 valeurs du CAC 40 qui ont été suivies de façon systématique. Pour remettre le prix, je vais donc appeler l'équipe d'Alstom, puisque cette année, c'est une entreprise industrielle qui se distingue et donc qui peut prétendre à ce titre. Donc, lauréat des trophées de l'immatériel, CAC 40, Alstom. Bravo. Merci beaucoup. Donc nous ne sommes pas en Bretagne, mais bon, moi je suis originaire de Normandie, donc mon collègue vient de Berlin. Donc déjà, on tenait vraiment à vous remercier de nous avoir nominés pour ces trophées. Et notre VP, propriété intellectuelle, s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir pour des contraintes professionnelles, puisque comme vous le savez, dans la presse, nous avons pas mal d'événements encore dans les phénomènes d'acquisition et de revente d'actifs.
Donc voilà, donc Alstom en quelques mots, pour ceux qui nous connaissent, c'est un leader mondial donc dans le transport. On s'est refocalisé donc sur nos activités mobilité en 2015 après une cession de nos actifs à General Electric en matière d'énergie. Aujourd'hui, avec l'acquisition de Bombardier, donc nous sommes passés au 2e rang mondial dans les acteurs du ferroviaire et de la mobilité plus en général. Donc c'est un groupe de 70 000 employés aujourd'hui. On est présent dans 70 pays et 250 sites industriels. Donc on parle un petit peu du management des gens et des employés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur, c'est que nous aussi on a de fortes valeurs sur la gestion inclusive des ressources, donc équité entre les origines et les pays, mais aussi la forte place des femmes. Donc ici on représente un petit peu. Donc mon collègue vient de Bombardier, et c'est un homme, et moi je suis Alstom et je suis de l'équipe des femmes. Et donc il y en avait très peu chez Alstom il y a une dizaine d'années, mais en forte croissance dans les équipes. Sur les piliers d'Alstom aujourd'hui, c'est juste donc l'idée c'est d'être une des valeurs, c'est gros, c'est d'être vraiment à proximité de nos clients, de les satisfaire au mieux. L'innovation est au cœur d'Alstom, donc c'est d'innover, d'avoir beaucoup de solutions green et adaptées aux besoins des clients, que ce soit les villes ou les gros acteurs du ferroviaire que l'on peut connaître, notamment SNCF en France, qui est un des plus connus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous recentraliser également sur toutes les solutions digitales au travers de l'innovation et forcément de l'immatériel à ce niveau-là. Donc je vais laisser parler mon collègue un petit peu sur plus l'immatériel au sens propriété intellectuelle. Donc il ne parle pas français, donc il va parler en anglais un petit peu. Donc je lui laisse la place. Thank you, Valerie. So, as mentioned and as I understood, so I will speak in English. Not able to speak properly French, but so first of all, it's an honor. Thank you very much. I think, of course, this is reflecting the status quo in the past. I will lose a little bit of some words about the past, but I would like to reflect more on the future. To give you some key figures on our IP. We are governing 10,000 patents, 1,600 designs and 4,000 trademarks, and we have 1,300 domains and countless, let's say, software and copyright protected material to be managed. So there is something to work on, and there is a kind of a, let's say, a great past. Nevertheless, and as I mentioned, so I would like to focus on the future a little bit, and I think we can take this trophy as well as not only as an honor, but as well as a motivation to continue and to foster the innovation, to foster our work on immaterial assets. So our major visions are, let's say, threefold. So we will have. We have focused on quality, of course, in the past, but we would like to focus still even more on the quality, which is only possible, and this is now implicitly mentioning the second part, the collaboration with the business. So again, of course, there was collaboration, which was great, but as everything, this can be improved and will be improved. So decision taking and things like that will be done jointly, and we call it like interactive with the business. So not being reactive and not even only proactive, but being interactive. So this is kind of the third dimension we are moving to. And then obviously, as we all face it, the digital age will be a big challenge, and is our vision to be very good prepared to walk in that area. To come very briefly on the different immaterial assets, so I would like to tell you that on software, Alstom is focusing, of course, on protecting as much as possible. The work between trade secrets and really protecting it is, of course, not simple, but we will face it. And
of obviously a responsible handling with open source, as this is part of immaterial assets kind of as well, is one of our key challenges. Coming to the science, I think orchestrating the visual identity of Alstom, mainly one of Valerie's jobs, is one of our key measures, and of course, kind of satisfying the customer-specific livery is here in focus. And now coming to another métier from Valerie on trademarks, which is obviously very important for Alstom, as we have a great mark, and we would like to stay with that mark as is, but as everything, it can be improved, and as well as what has been mentioned, we have a very big process of combining now two very big companies into one company, having both companies having great immaterial assets, but nevertheless, of course, the convergence is very important, and this is a big challenge indeed. Yeah, of course, further strengthening, and as mentioned, as everything can be improved, the corporate identity will be as well one of our main focus. And the key métier of myself is patents. So here, as mentioned as well, primarily the focus will be really the quality. Doesn't mean necessarily that the quantity decreases, but the quality will be very important. And as I mentioned, so the interactive collaboration with the business here is very important. And I think that fosters a lot then our new life. So thank you very much. Il y a des prix également pour les nominés. Donc, j'appelle volontiers donc L'Oréal et ST Microélectronique. Bravo, gagnant. Je finalise tous les ans, je gagne jamais, c'est pas grave. Peut-être pas d'ailleurs. ST Microélectronique. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Félicitations aux lauréats et félicitations aussi aux nominés et merci pour votre présence ici ce soir. Et pour clore cette cérémonie, nous allons terminer avec le prix ETI Coté. Alors, ce prix est décerné à des entreprises cotées hors CAC 40, puisque nous venons de décerner le prix CAC 40. Ces entreprises sont environ 330. Les entreprises qui sont éligibles ou qui étaient éligibles cette année capitalisent environ 380 milliards d'euros et génèrent environ 500 milliards de chiffre d'affaires. Voilà pour les chiffres très financiers. Mais surtout, elles emploient 2 millions de salariés. Pour remettre ce prix, j'appelle Emmanuel Delaville, directeur général, j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, d'ETI Finance. Bien, merci Véronique, merci à notre présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de faire partie de ce jury depuis quelques années. Je trouve l'actif immatériel, ça fait 18 ans que j'en parle, puisque ETI Finance est une agence qui évalue ce qui est extra-financier. Monsieur Bertrand Jounin l'a expliqué tout à l'heure. Donc, ça m'a toujours interpellé qu'on évalue une entreprise sur uniquement des éléments bilanciels ou de compte d'exploitation. Donc là, je suis heureux et convaincu déjà de l'importance de l'immatériel. Donc, ETI Finance évalue des ETI plutôt cotées en général. On évalue un peu plus de 1000 entreprises par an sur ces enjeux-là. Et à partir de ces évaluations, on a donc fait une extraction assez quantitative. On a sélectionné des critères qui répondent à ce qu'est l'immatériel. Donc, pour se rapprocher de ce qui a été dit au niveau du CAC 40, c'est aussi vrai au niveau d'une ETI.
On va parler de la relation que peut avoir l'entreprise avec ses clients. Ça peut être la relation qu'elle a dans la conduite des affaires, l'éthique des affaires, la RSE, la relation qu'elle a avec la société civile. Donc on a fait une extraction d'à peu près une trentaine de critères. Je dis ça parce que c'est d'une manière assez quantitative qu'on a évalué des centaines d'entreprises et pour retenir donc les 3 meilleurs. Donc ce soir, je suis heureux de pouvoir citer les nominés. On a donc l'entreprise Soitec, on a 2 industriels, la société Soitec qui est peut-être là ce soir. Vous êtes là, bonsoir monsieur. Et la société CNIM, je ne crois pas qu'il soit là, mais voilà, la société CNIM aussi qui était nominée, et Rémi Cointreau, nom qui est plus probablement familier, je dirais, au grand public. Voilà, et j'ai la chance et l'honneur donc d'inviter Laetitia Delay, qui représente donc la société Rémi Cointreau. Bravo, bravo Laetitia. Merci beaucoup. Quelques mots sur votre maison, son savoir-faire. Je vous remercie énormément pour ce prix et surtout je suis très fière au nom du groupe Rémi Cointreau parce que finalement cela fait des siècles que chez Rémi Cointreau on prépare, on travaille notre immatériel. Enfin, presque, je pourrais dire que c'est reconnu. Alors, quelques mots pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dis ça. Vous savez que nous sommes un groupe de vins et spiritueux. Nous avons 9 maisons qui sont pour la plupart multicentenaires. Toutes nos maisons ont les pieds dans la terre. Il y a cette obsession, je dirais, de la transmission des terroirs, des savoir-faire, ce partenariat avec nos agriculteurs, avec nos partenaires verriers qui existent depuis toujours. Et je pense que effectivement, c'est ça qui fait l'immatériel chez Rémi Cointreau, cette culture de la terre qui est chevillée au corps. Et aussi, et très probablement, cette notion du temps. Cette notion du temps qui fait que, pour donner un exemple très simple, notre marque emblématique, qui est le cognac Louis XIII, est un assemblage d'eau-de-vie qui ont entre 40 et plus de 100 ans. Donc, il faut 4 générations de maîtres de chai pour élaborer une carafe Louis XIII. Et je pense qu'effectivement, cela représente bien qui nous sommes. Et aujourd'hui, nous, en tant que collaborateurs du groupe Rémi Cointreau, on se considère un petit peu comme des gardiens. On a hérité de ces maisons multicentenaires et notre rôle à tous, quel que soit notre rôle finalement dans le groupe, c'est de faire en sorte que nos maisons seront toujours là demain. Et quand je dis demain, je ne dis pas dans 10 ans ou dans 20 ans, je dis dans 200 ans ou dans 300 ans, puisque c'est finalement l'âge de nos maisons pour la plupart. Et je pense que voilà, c'est ça qui probablement fait notre âme. Alors c'est vrai que le financier, l'extra-financier se rejoint chez nous. En 15 ans, nos volumes ont été divisés par 5 et notre valeur boursière a été multipliée par 10. Donc j'entends que c'est aussi un business model assez hors norme. Mais je pense qu'effectivement, ce sont ces terroirs, ces hommes et ce temps qui font cette exception, ou en tout cas qui est notre 4e valeur. Hein, ce sont nos valeurs, les terroirs, les hommes et le temps. Et je pense que ça reflète bien qui on est et on essaye de le faire en toute humilité. Merci beaucoup. Alors, je tiens à spécifier une petite chose, c'est que Etifinance est détenu, il faut le savoir, est détenu en partie par un actionnaire qui est le même que celui de Rémi Cointreau, voilà. Mais que je n'ai pas participé au vote, donc tout cela a été fait de manière extrêmement objective et de manière quantitative. Voilà, je voulais apporter cette précision pour ceux qui connaissent notre agence de notation. Mais encore bravo à Rémi Cointreau. Ah, et dans les nominés... Voilà, la présidente de jury en atteste, effectivement, il n'a pas voté. On va appeler les nominés. Alors, Soitec, vous avez un prix. Poursuivons notre tour de France. Alors après l'Alsace, la Bretagne, la Charente et maintenant Grenoble.
Bravo, félicitations. Merci Véronique. Bravo à tous les nominés et lauréats encore une fois. Et rendez-vous l'an prochain pour la prochaine session. Nous arrivons à la conclusion de cette journée très riche, le moment des remerciements. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, à l'animation de cette journée. Beaucoup d'entre nous qui, avec passion et de manière bénévole, ça mérite d'être souligné, passent un temps significatif à entretenir toute cette communauté de l'immatériel. Naturellement, tous les participants qui ont contribué sur scène, dans les débats et aussi en ligne. Je me permets de m'excuser aussi sur les quelques problèmes techniques qu'on a eu en début de journée, mais comme vous le savez, dans ce nouveau monde, il n'est pas évident de faire à la fois un événement physique et en même temps virtuel en même temps. C'est techniquement parfois un travail d'équilibriste. Je remercie une nouvelle fois Pascal Faure et toutes ses équipes pour leur accueil chaleureux, leur engagement pour faire de cette journée un succès. Encore un immense merci à vous. Je voudrais aussi remercier encore une fois les partenaires des trophées qui sont avec nous, Apicil Asset Management, Etifinance, Ginkyo et Scopaille. C'est le moment également de... je vais les afficher. Je vais les afficher même si j'aime pas beaucoup ce slide parce que j'ai l'impression de trôner en majesté. Mais en fait, c'est toute l'équipe organisatrice de cette journée, en particulier donc le bureau de l'Observatoire de l'immatériel. J'ai une pensée pour notre délégué général Ophélia Didrich qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous physiquement aujourd'hui, mais qui doit nous suivre à distance, donc qui a, comme vous pouvez l'imaginer, énormément contribué à la tenue de cette réunion. Et puis je voudrais citer et appeler les membres du bureau présents à me rejoindre sur scène. Donc Jean-Philippe Desmartins, Benoît Desvaux, Ariane Favier qui a dû rester malheureusement chez elle, qui avait prévu de nous rejoindre, Émilie Lesage-Périlleux et également Romain Le Théo et Pierre Caillet, si vous voulez nous rejoindre. Et je pense qu'ils le méritent tous et toutes. Vos applaudissements. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire rayonner, c'était le message déjà en introduction, c'était le message en introduction de la ministre ce matin. N'hésitez pas à faire rayonner la voix de l'immatériel, la pensée de l'immatériel autour de vous. On ouvre beaucoup de pistes, là, il y a beaucoup de chantiers, de groupes de travail qui ont été évoqués. Nous aurons un gros programme 2022, nous le savons déjà, entre ces groupes de travail, ces think tanks, les masterclass, toujours de manière extrêmement ouverte, pluridisciplinaire, et aussi également internationale en France et en Europe. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions pour faire que la 11e journée nationale des actifs immatériels soit encore d'un plus haut niveau que cette fois-ci. Et nous sommes un peu un tournant, ça a été dit aujourd'hui, donc venez participer à cette aventure, venez y contribuer et venez échanger avec nous. Voilà. Je voulais donc vous remercier encore une fois pour votre présence. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.